La chute du bouclier, l'immunité présidentielle de Trump mise en échec par la justice. Le paysage juridique américain vient de connaître un séisme aux répercussions constitutionnelles et politiques profondes. Dans une décision retentissante, le juge Juan Merchan, de la Cour suprême de l'État de New York, a rejeté la requête de l'équipe juridique de l'ancien président Donald Trump visant à classer l'affaire des paiements secrets à Stormy Daniels, motivée par la doctrine de l'immunité présidentielle. Ce rejet, qui a provoqué une onde de choc visible dans le prétoire, ne se contente pas de rouvrir la voie à un procès pénal. Il symbolise l'effritement d'une stratégie de défense fondée sur l'idée d'une présidence placée au-dessus des lois ordinaires. Le cœur du débat juridique résidait dans l'interprétation de l'arrêt récent de la Cour suprême des États-Unis, qui avait établi un cadre distinguant les actes officiels du président, bénéficiant d'une certaine protection immunitaire, de ses actes privés et non officiels, qui n'en bénéficient aucunement. Les avocats de Trump ont tenté d'étirer au maximum la définition des « actes officiels », arguant que les actions liées à sa campagne électorale et à sa transition pouvaient, d'une certaine manière, relever de ses fonctions présidentielles. Le juge Merchan a balayé cet argument avec une clarté implacable. Le système de paiement secret orchestré en 2016, destiné à étouffer une relation adultère pour protéger une candidature électorale, a été catégorisé sans ambiguïté comme une conduite personnelle et non officielle. Selon la logique du tribunal, manipuler des dossiers commerciaux pour camoufler le remboursement d'une somme versée à une actrice pornographique ne relève en rien des devoirs constitutionnels et statutaires du président. C'est un acte conçu pour servir les intérêts privés de Donald Trump, le candidat, et non les intérêts publics de la nation. Les implications de cette décision sont triples, juridiques, politiques et symboliques. Sur le plan juridique, le rejet de l'immunité dans cette affaire d'État crée un précédent puissant et ôte à Trump un bouclier essentiel. Contrairement aux affaires fédérales où le pouvoir de grâce présidentielle offre une échappatoire théorique, une condamnation dans le cadre de la juridiction de New York échappe totalement à ce mécanisme. Un président ne peut se gracier lui-même, ni être gracié, pour un crime d'État. Cette faille dans la défense de Trump est donc stratégiquement critique. En fixant la date du procès à décembre 2025, le juge Merchan a par ailleurs refusé de jouer le jeu de la stratégie de l'étouffement par le délai, chère à l'équipe de la défense. Il impose un calendrier judiciaire qui coïncidera avec la fin du mandat présidentiel, créant le scénario inédit d'un président en exercice assis au banc des accusés dans un prétoire d'État. Cette accélération brise la dynamique de report perpétuel et replace l'obligation de rendre des comptes au centre de l'agenda. Politiquement, la décision est un coup dur pour la narration de l'administration Trump, qui présentait souvent les poursuites judiciaires comme des chasses aux sorcières politiques menées par un État profond. Ici, c'est un juge appliquant le cadre même défini par une Cour suprême à majorité conservatrice, issu d'un arrêt souvent perçu comme une victoire pour Trump, qui donne raison au procureur. L'argument perd de sa force lorsque le système judiciaire, dans son ensemble, semble converger vers une interprétation stricte des limites de l'immunité. La scène rapportée du prétoire, l'équipe d'avocats sous le choc, le président quittant la salle en hâte, nourrit un récit d'isolement et de recul judiciaire, loin de l'image de force et d'impunité que le camp Trump cherche à projeter. Symboliquement, ce ruling s'inscrit dans une séquence plus large de recalibrage des pouvoirs. Il fait écho à d'autres revers juridiques récents, qu'il s'agisse de l'accès accordé au procureur spécial Jack Smith à des documents de la Maison-Blanche ou des jugements défavorables dans des affaires concernant des agences indépendantes. L'image qui se dessine est celle d'un exécutif dont les prétentions à un pouvoir expansif et sans entrave se heurtent systématiquement à la contre-offensive des tribunaux. Le système de freins et contre-pouvoirs, mis à rude épreuve, démontre une résilience notable. Les juges, y compris certains nommés par Trump lui-même, n'hésitent pas à appliquer la loi de manière littérale, rejetant les interprétations constitutionnelles les plus extensives quand elles contreviennent aux faits établis. À plus long terme, cette affaire pose une question fondamentale sur la nature de la responsabilité présidentielle. En circonscrivant rigoureusement le périmètre de l'acte officiel, la justice trace une ligne de démarcation essentielle entre la fonction et la personne. Elle réaffirme que la campagne électorale, avec ses manœuvres parfois illégales, ne fait pas partie des attributions présidentielles protégées. Elle établit qu'un président peut être tenu pour responsable, devant un tribunal ordinaire, des crimes commis dans sa vie privée et non officielle, même si ces crimes ont influé sur son accession au pouvoir. La route judiciaire n'est pas terminée, des appels sont certains. Mais chaque défaite dans ces batailles préliminaires sur l'immunité affaiblit la position de Trump dans l'ensemble de ses contentieux. Elle envoie un signal aux autres procureurs et juges, la stratégie de l'immunité absolue est vulnérable. Elle rappelle surtout au pays que, dans la démocratie américaine, l'idée même qu'un citoyen, fût-il le commandant en chef, puisse être entièrement au-dessus de la loi rencontre une résistance institutionnelle déterminée. La chute du bouclier immunitaire dans l'affaire de New York n'est pas qu'un développement procédural. C'est un rappel, à haute valeur symbolique,
que les garde-fous de l'état de droit peuvent encore tenir.